Bienvenue dans l'instrumentarium de l'insolite. Cette fois-ci, nous allons partir plus de 100 ans en arrière dans la culture jazz et dans la culture roumaine pour redécouvrir un des dinosaures de l'industrie musicale trop vite oublié. Et avant de commencer, je vais vous demander quel est le point commun entre un violon et un gramophone. Le violon de Stroh ou stroviol possède plusieurs noms. Ainsi, vous pouvez le retrouver sous l'appellation de violon-trompette, en cornet, pavillon, entonnoir, violon phono, violon jazz ou en roumain vioaracu guarna ou igege. C'est un instrument à cordes frottées hybride souvent mélangé à tort avec une trompette, du fait de son entonnoir. Mais son anatomie est bien plus complexe qu'un violon et une trompette mélangés. Le stroviol est un violon modifié. Le plus grand changement réside dans le fait que l'on a complètement retiré sa caisse de résonance en bois pour remplacer cette dernière par un système propre au gramophone. Petite parenthèse sur le gramophone. Il a été inventé entre 1886 et 1889 par l'allemand Emil Berliner. Il fait suite à la précédente invention de Thomas Edison, qui n'est autre que le premier moyen de reproduction sonore destiné au public amateur, le phonographe. Grosso modo, il est constitué d'un plateau tournant sur lequel on va installer un disque phonographique possédant des sillons de différentes hauteurs. Une aiguille reliée à une tête de lecture va parcourir ces différents sillons et va transmettre les secousses créées par ces derniers à une membrane ou diaphragme utilisée également pour les téléphones. Le diaphragme produira ainsi des vibrations qui seront amplifiées par un pavillon en métal. Pour en revenir à notre violon, le chevalet, parfois en bois mais il peut être également en métal, va faire office d'aiguille en transmettant par l'intermédiaire d'une âme, comme dans un violon normal, les vibrations des cordes de l'instrument jusqu'au centre du diaphragme en aluminium. Ces vibrations seront amplifiées par le pavillon pouvant être en métal ou en laiton, exactement à la même manière que le gramophone. Et c'est pour cette raison que le violon de Stroh possède un son nasillard faisant rappeler l'ambiance sonore de cette douce époque du début du XXe siècle. Il existe des modèles à 1 ou 2 pavillons de tailles différentes. Le pavillon le plus grand est là pour émettre les fréquences les plus graves, et le plus petit, les fréquences les plus aiguës. Le son produit par le stroviol est environ 4 fois plus puissant que le son d'un violon. Du fait de son attirail, le poids de cet instrument est relativement important comparé à un violon classique. Le violon de Stroh est une création d'Augustus Stroh, vivant à Londres et d'origine autrichienne. Monsieur Stroh est ingénieur en électricité, travaillant pour l'optimisation du gramophone et pour le développement du diaphragme de téléphone pour la société Bell. Son invention daterait de 1899, lorsque le 4 mai il déposa un brevet pour une curieuse synthèse entre un violon et un gramophone à l'industrie du disque shellac et du gramophone. Ce brevet fut accepté le 24 mars 1900. Et c'est à partir de 1901 que son fils Charles produisit cet instrument unique dans la capitale de l'Empire britannique. Et comme beaucoup de créations, la naissance du stroviol résulte d'une forte demande de l'époque et répond au besoin d'enregistrer les instruments à cordes présents dans les orchestres. Car dans les années 1900, on se met à avoir envie d'enregistrer des instruments, alors qu'avant, on se concentrait essentiellement sur la voix et le chant. Mais à l'époque, les systèmes d'enregistrement n'étaient pas assez puissants pour capter le son d'un violon parmi d'autres instruments. La possibilité d'orienter son pavillon permettait de rendre le son directionnel et ainsi, il pouvait être mieux capté. L'invention du stroviol a ainsi contribué à la présence de violons dans les enregistrements du début du XXe siècle. Il a été très populaire de 1900 à 1930 environ, jusqu'à l'apparition de microphones plus performants en 1925, signant ainsi le déclin de l'instrument.
Dans un article de 1930, le chef d'orchestre Paul Whitman, surnommé à l'époque le roi du jazz, raconte qu'il a découvert ce violon lors d'un voyage en Allemagne. Il explique que ses qualités le rendent beaucoup plus adapté au jazz que le violon classique. Le compositeur Erwin Schulhoff, décédé en 1942 dans les camps de concentration, aurait composé une musique en 1937 pour stroviol ou saxophone et piano nommée Suzy. Monsieur Stroh a réutilisé la mécanique propre à l'instrument et la déclina ainsi pour les autres membres de la famille des cordes frottées. On peut ainsi retrouver des altos et des violoncelles à encorner, mais il existe également des guitares dotées de ce mécanisme, et plus précisément des guitares hawaïennes utilisant le principe du slide et se jouant sur les genoux. Le modèle que vous pouvez voir comporte un chevalet plutôt intéressant pour l'instrument. En effet, celui-ci est pivotant, permettant ainsi à ce dernier de vibrer de droite à gauche. Bien que Augustus Stroh fût le pionnier en termes de brevets pour son violon, il n'est pas l'unique créateur du violon phono. On peut retrouver ainsi des inventeurs comme Howson qui en propose toute une gamme, ou encore l'allemand Willy Taibel. Une invention ne venant pas seule, le stroviol possède également quelques cousins, comme le Japan Fiddle, également appelé phono fiddle, qui est un monocorde se tenant entre les jambes, à la manière d'un violoncelle, et en utilisant le même principe de diaphragme, mais ce dernier est à l'intérieur du corps de l'instrument. On pourrait comparer le mécanisme de Stroh à un instrument plus ancien, datant du XVIIe siècle et provenant des pays d'Asie, s'étendant sur une partie de l'Iran, du Pakistan et de l'Afghanistan. La vielle Soroude est physiquement bien différente, mais si on s'intéresse à son mécanisme, il s'approche de notre stroviol. En effet, les vibrations des cordes passent par un petit chevalet en bois posé sur une peau de chèvre ou de gazelle. Cette peau fait office de diaphragme et les vibrations de cette dernière sont amplifiées par un entonnoir en bois qui forme le corps de l'instrument. Il est resserré vers le bas et il s'élargit vers le haut, laissant s'échapper le son, à la manière de l'encornet de notre instrument. Cet instrument est très populaire dans les pays roumains et plus particulièrement dans la région du Bihor, un district frontalier à la Hongrie. Il en serait même devenu récemment l'emblème musical de cette région. Il est très ancré à cette culture et nous ne savons pas tellement comment ce dernier s'est retrouvé jusqu'à là, ni depuis combien de temps. Cependant, le compositeur Béla Bartók, lors de ses voyages dans ces pays-là afin d'enregistrer les chants traditionnels, ne nota à aucun moment la présence de cet instrument parmi la population. Certains disent que ce serait le gramophone amené par Bartók qui aurait inspiré les habitants de l'époque, mais rien n'est fondé, tout n'est que supposition. Au niveau filmographique, on retrouve brièvement la présence de ce violon dans le film À la rencontre de Forrester de Gus Van Sant avec, en vedette, Sean Connery. Mais vous pouvez le retrouver dans des groupes populaires actuels comme les Ogres de Barbac, 4 frères et sœurs, tous multi-instrumentistes, jouant des chansons françaises à influence d'Egan. Alice et Sam des Ogres ont utilisé le stroviol sur une tournée il y a quelques années après l'avoir découvert lors d'un voyage en Birmanie dans un magasin d'instruments de Rangoon, sa capitale. La Fausse Compagnie étudie, utilise et même fabrique également ces instruments inspirés de Stroh pour en faire un spectacle nommé le Chant des Pavillons. Dans un des derniers clips de Lindsay Sterling, Roundtable Rival, on pourrait croire qu'elle utilise un stroviol. Malheureusement, même si son violon est très inspiré de cet instrument, c'est simplement un violon électrique customisé avec une trompette pour donner un effet steampunk. Et voilà, l'épisode touche à sa fin. Je tiens à remercier le Musée de la musique de la Cité de la musique du Philharmonie de Paris, ainsi que Alice des Ogres de Barbac, qui m'ont aidé pour la réalisation de cet épisode. Sur ce, je vous dis à la prochaine et que la musique soit avec vous.